Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Vous pouvez nous suivre à travers les différents canaux Balafon Télévision officiel sur Facebook, le 515 et le 922, sur le bouquet, Canal Plus. Félix Bedbo est avec nous ce soir. Félix, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci, bonsoir et félicitations pour cette thématique du jour. Merci Félix. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui intitulé Sur les rues de Douala, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Collant. On aura l'occasion de parler de cet ouvrage tout à l'heure. Tout à côté de vous, Pierre-Paul Moubitan, président de l'URA, l'Union pour le réveil de l'Afrique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Je dis un bonsoir particulier aux combattants Essama, avec qui j'ai l'occasion de me retrouver sur un plateau pour la première fois. Qu'il sache qu'au-delà du travail qu'il accomplit, des peines qu'il subit, de tout ce qu'il a déjà enduré pour rétablir la mémoire des personnes qui ont sacrifié leur vie pour la dignité de notre pays et de l'Afrique, je voudrais qu'il sache que beaucoup de gens soutiennent cela dans le silence, mais avec une signification très profonde. Merci encore une fois. Vous l'avez déjà introduit. André Blaise Essama est avec nous, activiste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. C'est une chance pour moi d'être ici sur le plateau. C'est déjà une grande occasion parce que travailler collectivement ou pour le collectif est la plus belle des grâces. Lorsque vous êtes une grande nation, c'est ceux qui ont travaillé pour le collectif qui sont dans l'impact et vous permettez à ce que nous impactions. Mais maintenant, de quelle manière? Et c'est là où je remercie encore grandement ces doyens, ces grandes personnalités que vous avez invités sur votre plateau Mayo. Et surtout, j'aimerais avoir une pensée pour votre maquilleuse. Vous voyez le très beau travail qu'elle nous a permis d'avoir. C'est grâce à la résilience, parce qu'aujourd'hui, elle travaille pour le collectif, mais on ne sait pas qu'elle a fait un accident du côté de Kribi. Elle est actuellement en train de boiter. La maquilleuse de Balafon, à qui je dis encore prompt rétablissement. Je n'oublie pas l'hommage que nous devons rendre à Ibogo Angémiran, qui a permis à ce que plusieurs enfants de ce pays, donc à toutes ces personnes qui ont contribué à ce que le planning familial soit en fait une réalité, que les Camerounais ne se retrouvent plus en train d'avoir des enfants dont on trouve aujourd'hui dans la rue en train de commander, en train d'être des mendiants. Nous n'en voulons plus et nous disons bon travail, que les œuvres de Angé Bogo Emeran continue d'être joué par tous les Camerounais, partout dans les espaces publics. Et que son âme repose en paix. Merci André Blaise Essama. À côté de vous, Dikoumé Mbonjo représente l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cher patriarche, bienvenue. Merci pour l'invitation. L'UPC se retrouve honoré par elle. Elle se retrouve doublement honorée parce que le thème que vous avez choisi pour cette soirée, elle la met en première ligne. C'est elle qui s'est battue toute seule, d'abord accompagnée d'autres patriotes après, pour dire que le bout de phrase qui était inscrit dans le corps de tutelle, qui disait que le Cameroun doit être administré comme un territoire français, est le mauvais coup que la Société des Nations, plus les Nations Unies après, ont fait au Cameroun. Et Myobe doit être remercié parce qu'il a porté cette revendication jusqu'à sa mort, que le Cameroun n'est pas un territoire français. Il n'y a aucun texte en France qui autorise la France à l'administrer comme un de ses territoires. Donc, l'UPC est en première ligne donc, par rapport à cela et nous vous remercions.
Et puisque vous avez la parole, vous la gardez, Dikoumé Bonjo. Au Cameroun, il y a le boulevard Général Leclerc à Douala, une avenue à Yaoundé portant la date du 27 août 1940. Le 27 août est passé, c'était hier. C'est passé au Cameroun, une journée ordinaire, sans manifestation, sans commémoration. Pourquoi on n'a pas marqué un temps d'arrêt pour se souvenir du fait que le Cameroun fut déclaré territoire libre un 27 août 1940? Excusez-moi de vous reprendre. Parce que vous reprenez là les termes des Français. C'était quoi, Cameroun libre? Indépendant? C'était le Cameroun indépendant. C'est ça que Leclerc a dit. Et indépendant de quoi? Indépendant du régime de Vichy. C'est cela la vérité historique. Et si le Cameroun est donc indépendant, c'est quoi la guerre qui va enflammer le Cameroun? 40 ans. Ça n'a pas de sens. Si la France avait été un pays sérieux, et qui tenait à sa parole, cette affaire-là se serait réglée à l'amiable. Puisque le 27 août, pour que la France libre soit acceptée aux côtés des Alliés, il a fallu que De Gaulle présente un territoire et une armée. Parce que de Londres, il n'avait rien. C'était un gars qui avait fui la guerre. Et les Alliés le traitaient comme ça. Donc, le 27 août, il a un territoire, et ce territoire-là s'appelle le Cameroun. La France libre, par laquelle il négocie son entrée parmi les Alliés, c'est le Cameroun. Et c'est du Cameroun que vont partir les troupes. Parce que souvent, on cache cette vérité-là. C'est du Cameroun que vont partir les troupes pour libérer l'AEF, le Gabon, le Congo, et ça va remonter le Tchad, la Centrafrique, le 25 août. Eboué, pour rétablir la vérité, avait pris fait et cause pour De Gaulle. Mais il était administrateur de la Centrafrique, donc qui dépendait de l'AEF de Brazzaville. Donc il n'avait pas de territoire, il n'avait pas d'armée. Or, au Cameroun, Leclerc a pu constituer une armée. D'abord, pour renverser les troupes françaises qui étaient installées à Yaoundé, et puis remonter, redescendre pour le Congo, le Gabon et le Congo, avant de remonter. C'est cette troupe-là qui va arriver aux portes de Paris, à la Libération, et on va la déshabiller pour faire porter des tenues à des badauds qui n'avaient pas fait la guerre, pour que les Français voient que ce sont les Français qui ont libéré la France. Alors que c'était des Africains qui avaient fait le boulot. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont été déportés. Mais le gros des troupes était constitué de Camerounais. De Camerounais. Mais est-ce qu'à ce jour, on a une idée du nombre de Camerounais qu'on a déplacés? Il y a des estimations qui sont faites. Parce que, malheureusement, la commission qui Macron-Biya est passée dessus comme on fait un saut. Les premières troupes sont venues d'Edea, de Dizangue. Parce qu'il y avait un Français qui avait des plantations là, hérité de l'Allemagne. Ce sont ces ouvriers qui ont constitué les premières troupes. Et elles sont venues à Douala, ça s'est amplifié pour aller au Gabon. On a la traçabilité, mais les chiffres, comme la France a créé la notion de soldat inconnu, elle prenait des gens pour aller faire la guerre. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait la guerre qui ne sont pas identifiés comme des anciens combattants. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait qu'une date comme celle-là passe presque inaperçue? Pourtant, c'est quand même l'une des dates les plus importantes. Elle devrait être l'une des dates les plus importantes du pays.
Et le propre de la colonisation est de faire en sorte que les colonisés racontent l'histoire des personnes qui les ont colonisés et pas la leur. Ça veut dire que parmi les épaissistes, on en a trouvé, on a fait le 80e anniversaire de cette indépendance du 27 août, il y a 5 ans. On a trouvé des épaissistes pour soutenir que le Cameroun, que Leclerc avait déclaré indépendant, était le Cameroun des Français. Comment il pouvait être des Français et avoir un Cameroun? Donc, c'est ce mensonge-là que porte la colonisation qui a commencé à effacer cette date du 27 août 1940. Ça s'est poursuivi par les autorités camerounaises indépendantes. Parce que l'avenue du 27 août 1940. À Douala. Voilà. C'est ça qui est devenu l'avenue Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent que ça. Il y avait une pharmacie à l'avenue du 27 août qui s'appelait pharmacie du 27 août 1940. dont le pharmacien, qui était un colonel de l'armée française, a été tué par les troupes de Tankenoé en 62. On l'a découpé en petits morceaux. Quand on a vu que ses employés l'ont dénoncé en disant que c'est lui qui transmettait les informations sur les jeunes qui étaient dans le maquis et qui revenaient. Donc ça c'est des choses vécues. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'histoire du Cameroun qui a effacé. Lorsqu'on décide de rebaptiser des rues comme celle-là, même si elle porte quand même le nom de l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, Pierre-Paul Moubitan, est-ce que le fait qu'une journée comme celle d'hier passe inaperçue, c'est peut-être du fait que l'indépendance proclamée par le général Leclerc, en réalité, n'avait servi à rien? Bien, tout à l'heure, le militant de l'UPC a si bien répondu à cette préoccupation. Nous le savons toujours, le colonisé raconte non seulement, comme il a dit, l'histoire du colonisateur, mais raconte aussi l'histoire telle que le colonisateur veut qu'il raconte. Donc, si vous mettez les deux ensemble, vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que il était nécessaire d'effacer effectivement cette trace. Parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas fortuit. Lorsque vous voyez, par exemple, qu'à un moment donné, on change le nom qui représente quelque chose de fondamental, puisque nous parlerons d'identité aujourd'hui, alors qui représente quelque chose dans l'identité d'un peuple. Pour que le peuple soit désaxé, il faut nécessairement enlever je pourrais dire, les dates importantes, les repères importants qui permettent de réveiller en soi la conscience de l'identité, la conscience de soi, la conscience du peuple ou de la communauté dans laquelle on fait partie. Donc c'est un travail savamment réalisé. Par qui? Par ceux dont nous parlons, c'est-à-dire ceux qui avaient intérêt à ce que la vraie histoire disparaisse. Mais ils sont partis, ceux-là. Ils ne sont pas encore des partis. Colonisateurs. Non, ils ne sont pas encore partis. Ils ont changé de teint. Puisque nous avons encore aujourd'hui ce que nous appelons le néocolonialisme. Il y a des Européens à la peau noire qui continuent de nous diriger aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous n'allons nulle part si on ne reprend pas conscience de notre véritable identité. C'est très difficile de pouvoir faire un pas. C'est d'ailleurs ce qui explique la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, y compris le marasme économique et tout ça. Il faut d'abord réconcilier un peuple avec son histoire et avec
lui-même. Et le lui-même là, c'est quelque chose de profond, qui est en quelque sorte la fondation, la pierre angulaire, à partir de laquelle un peuple peut maintenant envisager son développement, son épanouissement et tout. Dès que on met des taches sombres sur la trajectoire entre la conscience profonde, entre l'identité profonde d'un peuple et sa vie actuelle, eh bien, le peuple est dérouté. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, dans le sens que donc, ces personnes qui sont restées pour perpétuer, et vous pouvez pas, je suis très heureux d'écouter des historiens de cet acabit qui sont maintenant en train de sortir. J'ai eu encore un autre livre que j'ai acheté avant-hier, de monsieur Bon, il est toujours de l'UPC. Théophile. Oui, j'ai acheté ce livre, j'ai commencé à le lire et tout. Il faut maintenant que tous ceux qui avaient peur ou qui se disaient « nous attendons le moment », il faut qu'ils sachent que s'ils ne le font pas maintenant, je crois que le moment là ne viendra pas. Il faut que maintenant la jeunesse, même nous autres qui n'avons pas eu l'occasion, moi je suis né à Douala mais je savais même pas, je passais là tous les jours devant sur l'avenue du 27 août, je passais la pharmacie en question, je la connaissais, mais je pouvais jamais savoir. C'est maintenant que je sais, aujourd'hui même. Quand je l'ai rencontré, c'est là maintenant que je sais pourquoi c'était le 27 août. Et vous comprenez que nous avons intérêt à ce que tout cela revienne à la surface pour que nous, les parents, qui n'étions même pas déjà suffisamment informés, que nous puissions maintenant dire à nos enfants, voici, nous, on nous a fait gober une histoire qui n'était pas la nôtre. Voici la vraie histoire, c'est notre devoir, nous, de cette génération, de leur dire maintenant, sur la base de ce que des témoins, vos parents qui ont vécu et qui savaient que s'ils se mettent à parler maintenant, on va les assassiner comme on a assassiné les Oumniobé et tout ça. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y en a certains qui sont restés. La mémoire collective du peuple africain est en train de les faire ressortir maintenant du maquis, parce que le maquis n'était pas encore fini. Et il y a d'ailleurs des personnes qui ont pris l'engagement de raconter cette histoire, ces histoires du Cameroun là pour nous. Vous faites partie de ceux-là. Félix Bedbo, Monsieur Moubitan parlait tout à l'heure d'identité. Vous avez fait un travail sur le nom des rues de Douala. Est-ce que lorsqu'on regarde, on lit le nom des rues de Douala, on a l'impression qu'une ville comme celle-ci a une véritable identité? Justement, on en douterait parce que justement le travail que j'ai fait de l'étude des noms des rues, des boulevards et avenues de la ville de Douala, c'était effectivement pour essayer déjà pour moi-même, d'apprendre de cette histoire-là et aussi de réveiller, par exemple, des choses qui peut-être étaient dites mais pas assez révélées et permettre aux gens aussi d'avoir une meilleure vue de l'histoire. Si on revient sur l'avenue du 27 août, effectivement, si jusqu'aujourd'hui on a pu la garder aussi longtemps, parce que même si on la change en mettant l'avenue Amadou Ahidjo, n'oublions pas qu'on a encore le boulevard Leclerc à Yaoundé, on a encore le lycée Leclerc à Yaoundé, on a encore la stèle de Leclerc à Bonanjo que le combattant a essayé moult fois de déboulonner, mais qui tiennent toujours debout. Ça a été inauguré en 48, je crois, par De Gaulle, ici même à Douala. C'est pour vous dire combien de fois les autres attachent du prix à ce qui leur est cher et que nous, on ne sait même pas ce qui est cher pour nous et qui est cher pour nous. C'est la raison pour laquelle justement cette avenue 27 août est restée et on l'a très bien rappelé et le contexte, le patriarche l'a dit, c'est-à-dire le Cameroun était presque sous occupation du pouvoir de Vichy, c'est-à-dire que l'Allemagne, une année après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est en train d'occuper toute l'Europe, toute l'Afrique. En fait, la France n'existe pas en réalité. De Gaulle quitte et il déclare ailleurs que son territoire, la France libre. Et c'est lui qui envoie Leclerc au Cameroun pour rallier en fait à la fois le Cameroun et les autres pays de l'AEF, comme le patriarche l'a rappelé. Et je le raconte dans le livre parce que ça fait partie des noms des avenues. Je raconte l'histoire de l'avenue du 27 août. Et en lisant l'histoire, on se rend compte en fait, on se plonge en fait dans cet événement. Dans ce que j'ai lu, les articles que j'ai lus, les livres que j'ai lus dessus, on explique que c'est comme il n'y avait jamais eu un tel événement
avant l'arrivée de Leclerc à Douala. Donc toute l'avenue qu'on connaît aujourd'hui à Bonanjo était pleine. Tous les Camerounais étaient sortis de Douala pour accueillir le général Leclerc. Donc vous voyez la manière avec laquelle ils sont venus, comme un sortilège, faire comprendre qu'ils sont en train de vouloir libérer le Cameroun. Et je cite une source dans laquelle on croyait même que Leclerc était de Gaulle, jusqu'à crier « Vive de Gaulle, vive le Cameroun indépendant, vive la France libre ». C'est les Camerounais qui disaient ça. Et dans une autre partie, on explique que les Camerounais étaient pleins, débordants de patriotisme, fous d'enthousiasme magnifique, depuis la nuit jusqu'à cette heure. Aucun incident, aucune goutte de sang n'a été versée. Donc ils ont passé la nuit à attendre Leclerc jusqu'à son arrivée le matin. Ils étaient pleins d'enthousiasme. On peut croire que c'est parce qu'ils le voulaient tellement, mais ils sont pris de ce qu'Achille Bemba appelle un sortilège. C'est comme si on nous a jeté un sort. On a l'impression que c'est le blanc qui va venir nous libérer et tout. Sauf que par la suite, on comprend que les Camerounais étaient obligés de donner les hommes, de donner des vivres, de donner de l'argent, tout pour soutenir le projet de la France libre et libérée, comme on a dit tout à l'heure, la France de l'occupation allemande. Et c'est dit ici, Leclerc l'a dit pendant la radio, et c'était cité le 6 septembre 40, toute suggestion ayant un but national sera étudiée, toute initiative réalisable sera encouragée, toute volonté de travail sera appréciée, mais toute entrave, même indirecte à la vie du territoire, sera réprimée. Je maintiens la capitale à Douala malgré les difficultés matérielles, car j'estime que cette ville constitue actuellement le meilleur poste de commandement. Donc, on peut avoir l'impression que les Camerounais étaient motivés pour aller suivre le projet, mais vous avez compris que si quelqu'un essayait de se mettre à l'encontre, il devait en subir les conséquences. Mais le contexte a changé. La rue, telle qu'elle avait été baptisée, a changé de nom aujourd'hui. On imagine que pour la rédaction, la publication d'un tel ouvrage, vous êtes allé sur le terrain, vous avez parcouru, sillonné cette rue-là. Vous avez demandé à ces Camerounais qui habitués de cette rue s'ils ont une idée peut-être du nom ou de l'histoire de la rue qu'ils fréquentent au quotidien. Combien on réagit, combien on savait davantage? Il faut savoir déjà là où la rue est située. Je crois que c'est Ekid de Dali traverse la douche, tout à quoi là. Vous comprenez, au carrefour là-bas, c'est la douche. Parce que historiquement, il y avait de l'eau là-bas, les gens se baignaient. Après, c'est Dali, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, vous comprenez déjà, maintenant, le marché chinois, vous voyez, à l'époque, c'était le quartier français des affaires. Voilà, vous comprenez que ce nom qu'on a donné là, les populations n'en ont vraiment, excusez le terme, rien à faire, rien à cirer. Voilà, donc c'est ça. Donc, et j'ai fait d'autres sondages comme ça sur plusieurs autres rues, avenues, et j'ai l'impression que ce soit les anciennes, elles sont méprisées par les populations, que ce sont les nouvelles qu'on donne. Vous avez vu, on a le carrefour dit « J'ai raté ma vie » a été baptisé au nom de Nelson Mandela. Personne ne sait que c'est le carrefour Nelson Mandela. Mais c'est jusqu'aujourd'hui le carrefour « J'ai raté ma vie » ou bien le carrefour Dakar, etc. Donc, si je peux encore prendre l'exemple à côté chez mon combattant, l'avenue Oumniobé. On ne sait même pas qu'il y a une avenue Oumniobé à Douala. Sauf que cette avenue on appelle la rue des Planches. Laisse-moi la rue des Planches. Et c'est là-bas où on avait voulu, justement, le combattant a voulu installer à ce carrefour-là la stèle en hommage à Oumniobé, et on connaît tout ce qui s'est passé. On comprend effectivement qu'il n'y a aucune volonté manifeste du peuple camerounais de se souvenir de sa propre histoire, donc de ses propres personnages. André Blaise Essamba, vous faites partie de ceux qui, au quotidien, font tout pour restaurer l'histoire du pays. Félix Bedbo dit que on observe qu'il y a un manque de volonté de la part des Camerounais de connaître déjà leur histoire. Est-ce que c'est pas aussi fait à dessein? Est-ce que ces Camerounais véritablement que vous rencontrez au quotidien vous ont montré à plusieurs reprises que l'histoire du Cameroun, de leur pays, ne les intéresse pas? Comment négliger ou alors ignorer le combat de Oumniobé, ignorer le combat de tous ces nationalistes grâce à qui on peut parler fièrement du Cameroun aujourd'hui? Madame Ayo, la difficulté que nous avons, c'est de nous situer dans l'espace et dans le temps. Le président de l'Union pour le réveil de l'Afrique, le président Mobidan, venait de faire allusion à ce que nous avons au Cameroun, des personnes qui peuvent réveiller, mais elles sont étouffées, ces personnes. Vous voyez l'historien, par exemple, le docteur Dikoumé.
Dites-moi combien de fois les Camerounais sont au courant de plusieurs choses qu'il dit. Donc, nous avons effectivement cette direction où nos dirigeants sont en train d'étouffer ceux qui veulent éveiller et réveiller. La preuve, je suis entré en prison, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et pas parce que je voulais, mais parce que je sens qu'il y a une injustice sur les personnes qui nous sont chères, des morts pour la patrie. Nous sommes en pleine commémoration, pleine préparation de la commémoration de Ruben Oumyobé, le Podol, le père à qui je rends hommage déjà pour rappeler une des choses qu'il a dit. Je vais demander au président s'il peut me permettre de lire ce que Ruben Oumyobé disait. Oui, essayer de... Voilà. Parce que le président va... Juste le temps de lui, voilà, de lui remettre... Je vous en prie. Alors, je le cite, « Nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient blancs ou noirs, ou jaunes, et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit, des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes sans considération de couleur. » Archives UPC 1955. Et ceci Ruben Oumyobé. Et ceci donne une bonne leçon à cette belle émission que nos pères avaient été effectivement très prévenants sur ce que les Français faisaient. Ils sortent de leur guerre tribale entre Allemands, Français, Anglais. Ils arrivent, ils occupent les territoires africains qu'ils ont appelés l'Union française. Et au point où ils ont même créé l'État camerounais, il faut le dire, parce que les historiens sont là avec moi. C'est un Français... Monsieur Cadre de Fer qui a, avec un décret, créé l'État camerounais. Et c'est pour cette raison qu'ils ont mis l'État, la capitale à Yaoundé. C'était ce Leclerc, Philippe Hautecloque. Ces personnes avaient donc l'ambition de gérer le Cameroun comme ils gèrent les territoires outre-mer, oui, notamment les Antilles. Les Antilles, oui. Le Guadeloupe, Réunion, Madagascar. Réunion, oui. Et dans leur volonté, c'est pour cette raison que notre constitution est coloniale, où on dit les langues officielles sont l'anglais, le français. Mais nous ne sommes pas anglais, nous ne sommes pas français. Quelle est cette Afrique qui veut être digne et libre, qui continue d'entretenir la langue coloniale française, même dans une très belle émission où il y a une reine africaine comme Mayo? Nos frères sénégalais, les émissions comme celle-ci, ils le font en langue lingala. Nos frères au Congo... Local. Je ne veux même pas parler de langue locale, je parle de langue officielle. Parce que nous avons méprisé plusieurs fois nos langues en disant que c'était les patois. C'est eux qui sont à l'origine des patois, monsieur l'historien. Le français est un patois pour moi parce que ce n'est pas largement parlé par mes ancêtres. Moi qui suis aujourd'hui en train de parler de la décolonisation, plusieurs pays en Afrique ont compris l'importance de ne plus faire vivre les langues coloniales, les langues des oppresseurs. Une langue où on a dit carrément que Moumié s'est lui-même empoisonné. Oui, Emmanuel Macron a fait une sortie pour dire qu'ils ne reconnaissent pas d'avoir tué Félix Roland Moumié et qu'il y avait un procès où Moumié, on a dit un non-lieu. Il faut rompre même les relations avec ce pays, comme d'autres pays l'ont fait, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et pourquoi je vais vous dire, le Tchad est en train de prendre très vite, très au sérieux. Vous savez, Déby a été tué parce qu'il avait dit que le franc CFA, c'est un grand problème pour l'Afrique. Je parle du 10 Déby. Allons simplement pour dire que nos pères d'indépendance qui ont été cités par Ibrahim Traoré, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, nous donnerons l'avantage de comprendre cette résistance que nous sommes en train de mener, qui n'est pas une résistance seulement pour la décoration des espaces publics, où on veut enlever par exemple les avenues Général de Gaulle pour mettre avenue Ernest Ouandier. Ce n'est pas seulement cette lutte, c'est une lutte où on veut décloisonner tout ce que nous avions été, parce qu'on nous a frappés, comme on dit au quartier, et nous continuons d'être frappés. La preuve, nous utilisons une monnaie coloniale et on ne s'en soucie pas. Voilà l'élection présidentielle et c'est là où je suis très content de votre émission. Les leaders qui veulent prendre le Cameroun pour les 7 prochaines années ont intérêt à nous présenter la décolonisation de notre constitution. Tout à l'heure, on reviendra sur les attentes. Le prétexte étant
la tenue dans les prochaines semaines de l'élection présidentielle. Mais Dikoumé Bonjo, il y a un détail qui reste flou. On parle du 27 août, mais il y a le 1er janvier 1960 aussi. Le 27 août, on peut le considérer comme le jour, la date d'indépendance, 27 août 1940, la date d'indépendance déclarée, et le 1er janvier 1960, la date d'indépendance actée. Si c'est le cas, est-ce que le Cameroun a eu 2 indépendances, finalement? Revenir sur un détail. Quand on regarde Douala aujourd'hui, on peut ne pas reconnaître l'avenue du 27 août. Mais la première avenue qui a été créée, c'était celle de Leclerc. L'avenue au bord de l'eau. Philippe Autocloc, de son vrai nom. Le 27 août. Donc ça partait de Leclerc. Oui, de Leclerc, pour monter. Oui. Et juste à côté, il y avait l'avenue Poincaré. Poincaré. Ce qui monte, qu'on appelle aujourd'hui avenue La Liberté. La Liberté. Le boulevard La Liberté. Donc, pour l'histoire, il faut retenir ça. Et ça ne s'arrêtait pas à la douche, ça s'arrêtait aux 2 églises. Absolument. Parce qu'elle rencontrait une autre avenue qu'on appelait à l'époque l'avenue de l'indépendance. Oui, oui, oui. Qui passait devant le lycée de filles. Donc, c'était ça la configuration. Donc, je reviens à votre question. Et il y aurait une avenue, d'ailleurs, du 27 août à Yaoundé, à Tchinga. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des bensikineurs qui sont là-bas, qui ont carrément mis des chasubles pour dire bensikineurs de l'avenue du 27 août, qui est une injure à notre souveraineté. C'est une injure parce que... Vous permettez à Dikoumé Bonjo de poursuivre. Bon, donc, le 27 août est entré dans l'histoire qu'on nous a appris et qu'on nous raconte comme un gros mensonge. Les Français nous ont menti sur la nature du 27 août. Le 1er janvier est l'indépendance de la honte. Au point qu'on ne fait pas le 1er janvier indépendance. On fête le 1er janvier, premier jour de l'année. Il n'y a pas une fête nationale des indépendantistes. Le 1er janvier. Cela veut dire que les gens même qui ont accepté l'indépendance en ont honte. Au point d'aller inventer une fête nationale le 20 mai où rien ne s'est passé au Cameroun. On ment dans les livres d'histoire en disant que c'est ce jour-là qu'il y a eu les élections. Ah ben si c'était ce jour-là qu'on a eu les élections, on a fait la fête quand? Pour que, sans les résultats, on ait la fête. Donc on a créé un imbroglio là qui fait que personne ne se retrouve. Donc je remonte où les mensonges ont commencé. C'est les livres qu'il est en train de lire et qu'il vient d'acheter le bon Théophile. De Théophile Bon, oui. Raconte bien cette histoire. Que tout part du 1916. Quand les Anglais ont chassé les Allemands, les Français n'étaient pas là. On ne comprend pas comment les Français qui sont venus après ont récupéré les 2 tiers du territoire, alors que c'est les Anglais qui ont fait le boulot. Or, de 1916 à 1919, le Cameroun a été géré comme un condominium, c'est-à-dire un territoire appartenant aux 2 États, français et anglais, sans les séparer. Or, c'est cette séparation qui crée la fameuse histoire de l'unité, réunification, unification et guerre dinosaure. Ça part de là. Et il faut comprendre donc comment ils ont fabriqué ce qu'on a aujourd'hui comme problème. Le 27 août crée un autre type de problème. Ne pas accepter cela a amené le journal de Gaulle à insérer dans sa conférence de Brazzaville le Cameroun parmi les territoires qui devaient acquérir l'indépendance, alors que le Cameroun était indépendant.
Donc, on a mélangé le Cameroun dans une histoire qui ne le regarde pas. Et comme les nationalistes refusaient d'accéder à cela, on leur a fait la guerre. Et Mesmer raconte dans ses mémoires que la France a fait la guerre aux Camerounais qui voulaient l'indépendance et a donné à ceux qui en voulaient le moins. Docteur Dikoumé, permettons quand même que ces mots de guerre ne soient plus à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas être ici à Balafon, on vient avec les armes, on vous agresse, on vous tue et vous dites que c'est la guerre. La guerre, ça signifie qu'il y avait deux camps et il y a eu des mots qui ont été lancés par l'autre et puis comme en karaté et on se met en position et on dit que prends ta position. Vous pensez qu'on devrait parler de quoi? De génocide? De crime et surtout de génocide. Parce que ce mot de guerre, c'est un mot qui mentalement... Ça atténue la gravité de ce que les gars ont fait. Dikoumé Bonjo insistait tout à l'heure sur le fait qu'il y a un gros mensonge derrière, notamment sur l'implication de la France. Déjà que dans la période choisie par la France, par le président français pour l'élaboration du travail de la commission mixte, on a complètement balayé les 5 années juste après 40. On a commencé à 45 jusqu'à 1971. Ouais. Parce qu'on ne veut pas parler de la contribution du Cameroun à la libération de la France. Il y a eu des appels de fonds. L'avion qui amène De Gaulle ici, en septembre 1940, c'est les Camerounais qui l'ont acheté. Avec des fonds collectés ici. Oh, ces choses-là, il faut le dire, parce que De Gaulle n'avait aucun moyen. Leclerc est arrivé par un bateau qu'il a amené au Nigeria. Et il a pris la pirogue pour venir à Tico et de Tico clandestinement, sans papier. Il faut préciser, docteur. Sans papier, il était sans papier. Et une histoire qu'on ne dit pas. Oui, il a pris la pirogue. Il était capitaine. Il a pris la pirogue. Et il était ancien prisonnier. Est-ce que c'est donc, Monsieur Moubitan, le fait qu'on ait fabriqué, créé une histoire, montée de toutes pièces, ainsi de suite, qu'aujourd'hui on parle de discours de haine, de tribalisme, de crise anglophone par exemple au Cameroun? Est-ce que c'est véritablement parce que déjà l'histoire a été mal racontée, elle a été disséquée, et qu'il y a jusqu'à présent cette domination, cette présence étrangère sur le territoire camerounais? Bien, tout à l'heure je vous disais que le colonialisme, les colons ne sont pas partis. Ils ont changé de vêtements, mais ils sont toujours identifiables. Parce qu'il suffit de voir le comportement, ce qu'on dit avec sa bouche, les actes qu'on pose en direction, et d'ailleurs, où est-ce qu'on se ressource le mieux? Parce que tout ce monde que vous voyez là, ces colons, vous allez voir, chaque jour, ils sont en France. Chaque jour, ils sont là-bas. C'est là-bas qu'ils partent faire les choses les plus importantes. C'est là-bas qu'ils partent en vacances. C'est là-bas. C'est comme ça. Vous pouvez rien. Tant que vous avez été, vous êtes dans ce sang de la trahison, si je peux l'appeler ainsi, coule en vous. Vos actes, vos actions vont toujours trahir cela. Alors, vous soulevez là quelque chose d'hyper important. C'est ces jours-ci, je l'avoue encore une fois, alors que j'ai 70 ans, c'est ces jours-ci que j'ai appris pourquoi il y a la stigmatisation des Bamileke au Cameroun. Je ne savais pas ça. Pourquoi on stigmatise les Bamileke au Cameroun? Mais ça vient de la France. Ça n'a rien à voir avec les Camerounais. C'est pour cela d'ailleurs que ça ne marche pas. Imaginez-vous toute l'emphase, toute l'énergie que des gens ont déjà mis en œuvre pour opposer les Camerounais entre eux. Ça ne marche pas. Je me souviens des paroles du feu cardinal Christian Toumi, qui disait un jour, pendant qu'on était dans une conférence, j'étais assis à côté de lui, quand il a pris la parole, parce que j'avais posé une question assez dure
parce que nous, on est nés dans... Moi, je suis né en 1955. Chaque fois qu'on prononce, qu'on dit quelque chose, vous me mettez ça et vous me faites lire ça, moi. Vous imaginez ce qui se passe dans mon être? C'est très grave. Alors, je me souviens qu'à ce moment-là, c'était en 1955, les balles sont passées par ma tête. J'étais dans la baignoire de ma mère, à Newbell, et les balles sont passées, ça perçait les murs. C'est alors qu'on m'a amené en sécurité dans l'Ombam, parce que sinon je serais mort. Tout simplement parce que les armes crépitaient, et à Newbell, c'était l'épicentre. Newbell, Commando et tout, c'est là où je suis né. Et je suis né à l'hôpital à Kentini. Je suis né sous les armes, sous les bombardements, sous le napalm, il y avait un tas de choses. Et ça n'a jamais quitté mon être facilement. Et donc, je raconte ça pour dire que j'apprends donc d'où vient la stigmatisation des Bamileke. Ça vient toujours de la résistance qu'il y a eu entre... Parce que c'est pas seulement des Bamileke qu'on dit ils ne prendront jamais le pouvoir, on dit ça aussi des Bassa. C'est seulement qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... ça ressort beaucoup plus chez les Bamileke, mais les Bassa aussi, on le dit. Pour le français. Pourquoi les Bamileke et les Bassa? Parce que c'est les deux, de l'UPC. C'est les deux qui ont été des véritables acteurs dans le combat décisif. Parce que c'est eux qui ont compris à un moment donné que s'il n'y avait pas une résistance violente, il n'y aurait jamais eu de résultat. Les autres, dans d'autres coins, on retrouve des noms même parfois qu'on cite parmi les grandes figures de l'histoire du Cameroun, à tort. Nous apprenons aujourd'hui que parmi ces noms-là, des autres régions du Cameroun, c'était davantage des traîtres qui partaient plutôt donner des informations aux colons, à l'agresseur. Donc, je reviens dessus pour dire donc que la cause, elle est là. La stigmatisation, on dit, ces gars-là, jamais ils ne doivent prendre le pouvoir. Jamais. Alors, en disant jamais ils ne doivent prendre le pouvoir, je vais vous dire quelque chose qui me choque à l'heure actuelle. Je suis originaire de l'arrondissement d'Ombessa. J'ai grandi à Ombessa. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi ce n'est écrit nulle part, mais jamais tout le monde de chez nous, on va te dire jamais on ne peut pas accepter qu'un Bamileke ait le terrain ici chez nous. J'ai dit, je me pose toujours cette question. Moi, j'ai deux femmes Bamileke. Une Bafang et une Bangante. Oh. Alors, je voulais comprendre pourquoi. Je vous dis, il y a juste quelques jours, comme M. Moubitan, c'est les Français qui ont dit, jamais ces gens-là, ils sont dangereux. C'est un caillou dans la chaussure. Il ne faut jamais le faire. Et ça ne pouvait être que par rapport à la bataille de l'UPC. Et vous estimez que, bon, même s'ils sont physiquement partis, les Français restent. On a au Cameroun des colons à la peau noire. Oui. On a au Cameroun des rues qui ne portent pas les noms de nos martyrs, de nos héros nationaux. Est-ce que le fait qu'on ait des rues, par exemple, Félix, rue Foch, avenue de Gaulle, ainsi de suite, ça influence naturellement le comportement de ceux qui fréquentent ce genre de rue. De quelle manière, comment, quand ceux-là ne sont pas là, ils ne sont plus là, on n'entend même plus parler d'eux. Vous avez parlé de l'avenue de Gaulle, par exemple. Aujourd'hui, on parle de la Doge, ainsi de suite. Ok, vous dites quelque chose. Oui, permettez-moi de dire un mot là-dessus, parce que, bon, ça, vous touchez là une dimension spirituelle qu'on est obligé d'évoquer. Le nom est une vibration, est une radiation. Quand vous donnez un nom à un endroit ou à une autre personne, vous reliez l'endroit ou la personne à l'élémental. On appelle ça un élémental. L'élémental qui avait été créé et qui avait été animé par celui qui portait ce nom. Donc vous reliez la personne et cette personne influence cet endroit. Tant qu'il est dans le domaine invisible, il influence cet endroit ou cette chose. Donc vous comprenez pourquoi. La première chose qu'un véritable patriote africain ou camerounais doit faire, dès qu'il prend les choses en main, c'est de balayer, de faire disparaître tous ces noms. Parce qu'on nous a reliés et ça affaiblit les gens. Quand une entité spirituelle te domine,
parce que tu portes son nom, tu vas faire ce qu'elle veut. Et c'est ce que nous vivons chaque jour jusqu'à maintenant. Et parfois, on s'en prend à nos propres frères camerounais sans savoir qu'en réalité, ils sont possédés par des entités qui les conduisent à n'agir que dans le sens de l'intérêt de l'égrégore de la France. Félix, ceux qui fréquentent l'avenue de Gaulle, ils se comportent véritablement comme des petits de Gaulle dans leur, dans leur lieu d'habitation? Ils se comportent comme, en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que mon livre, le titre c'est Sur les rues de Douala. Mais ce qui est le plus important, c'est le sous-titre, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Colomb. Du Saint-Colomb. Et il a dit donner le nom. C'est pour ça que même pour les rues, c'est pareil, baptiser. Quand tu baptises quelqu'un, tu baptises une rue, tu lui donnes le nom, donc tu lui donnes une identité, tu lui donnes une vie. Cette vie, c'est la tienne que tu lui transmets. Donc la personne, même sans s'en rendre compte, réagit comme si elle était téléguidée par une entité, comme il a dit, qui n'est plus là. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils savaient qu'ils ne devraient plus être là à un certain moment donné, mais il fallait qu'ils restent de manière symbolique. Et il y a un texte d'Achille Mbembe que je peux pousser certains à lire. Le titre, c'est « Le visage hideux des monuments en Afrique ». Et dans ce texte, il explique clairement que cette installation des monuments, des noms des rues aux figures françaises était créée dans le but de faire en sorte que nous soyons ensorcelés dans ce qu'il a appelé les raies d'un insondable sortilège. Les raies d'un insondable sortilège. Donc nous sommes comme envoûtés en réalité. Et c'est exactement ça. Donc la première chose que l'on fait lorsqu'on prend, et on l'a dit, c'est de changer le nom. Certains l'ont fait. Mobutu dans les années 70, il a compris que pour retrouver son authenticité, il faut qu'il change de nom, d'abord de son propre nom. Il s'appelait Joseph, il avait Mobutu Sese Seko, il a changé le nom de son pays, il a donné un nom local, il a changé les vêtements. En fait, c'est ça, même si c'est symbolique, c'est déjà un premier pas. Mais vous allez constater que chez nous au Cameroun, depuis qu'on a eu la possibilité de donner les noms à nos propres rues, on l'a jamais fait. Il faut aller à Bounandio pour s'en rendre compte. À date, il y a combien de rues dont les noms devraient être changés aujourd'hui? Puisque dans la ville de Douala, puisque votre travail est uniquement dans la ville de Douala. Effectivement, et il faut comprendre encore là où c'est vicieux, parce que dans la ville de Douala, il n'y a que quelques quartiers qui portent des noms des rues, c'est-à-dire baptisés. Les premiers sont déjà Bonanjo, puisque c'était le quartier français, c'est-à-dire qu'ils ont tracé là-bas en leur donnant les noms de leur propre nom. C'est eux qui ont donné ces noms-là quand ils étaient là. Et les autres quartiers, tous les autres là, n'étaient pas tracés en réalité. C'est-à-dire, si vous allez à Bounamoussadi, la seule rue baptisée à Bounamoussadi, c'est la rue de Monseigneur, là, le père, qui était là-bas. C'est la seule rue qui est baptisée là-bas, par exemple, à Bounamoussadi. Or, à Bounamoussadi, toutes les rues portent un nom, et à 95%, c'est le nom des Français. Vous avez cité par exemple De Gaulle, vous citez Leclerc, mais il y a des noms qui sont très graves. Pierre Loti, lui, n'a même jamais vécu au Cameroun, et c'était un écrivain. Un écrivain. Gallieni. Les noms d'oiseaux, tu vois un peu ce que je veux dire. C'était un bourreau là-bas à Madagascar. Très compliqué. Donc nous, on a ça, c'est-à-dire, peut-être on ne sait même pas en fait ce que ça signifie tout cela. Comme si tu arrives en France et tu vois une rue Hitler. Tu vois, et même s'ils les donnent, c'est parce qu'ils l'ont fait volontairement dans le but de construire. Peut-être pour que les gens se souviennent. Peut-être, c'est volontaire, mais nous, on n'a aucune volonté. Dikouma Mbodjo voulait réagir tout à l'heure. Oui, je vous ai dit qu'on a poussé l'idiotie jusqu'à créer des noms avec les numéros. C'est ça. Oui. Voilà, c'est le numéro. C'est le numéro. Donc on a quelque chose qui est absolument incompréhensible. Changer le numéro en un nom, c'est dur. Bon, mais je voulais revenir sur la stigmatisation et le tribalisme. Les idées qu'ils ont avancées me plaisent, mais je pense qu'elles ne touchent pas le fond du problème. Ce que la colonisation a fait ici, à partir des Allemands, c'est la dépossession des chefferies de leur terre. Or, qui a mené les résistances contre les colons? Très bien. C'est les chefs. Donc on les a désarmés
pour en faire les mendiants là auprès de l'État. Les rois sont les chefs. Okay. Et dans cette démarche-là, les Bamileke n'ont pas succombé à cela. Pour une raison simple. C'est que dans leur tradition, l'héritier est le propriétaire du domaine. Absolument. Okay. Donc c'est plus le chef. Oui. Ok. La stigmatisation vient donc de là. Bon, savoir ça. Et l'affaire du caillou dans la chaussure, c'était ça. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de conflits de succession dans les chefferies. Bien sûr. Donc Très bien. on met le doigt sur le véritable problème. Les Bamileke ont réussi à sauvegarder leur territoire. Et l'affaire du caillou dans la chaussure, c'est cela que ça traduit. Donc on dit que le Cameroun va être indépendant avec un caillou dans la chaussure. Souvent on ne cite pas toute la phrase. Mais la phrase dans l'ensemble, le Cameroun va être indépendant mais avec un caillou dans la chaussure. Madame, je vais failli applaudir. On réussit à récupérer, à garder leur territoire. Et le Cameroun garde encore son caillou dans la chaussure jusqu'aujourd'hui. Ça se voit. C'est d'ailleurs Parce que même l'État n'arrive pas à le prendre. C'est d'ailleurs le combat de André Blaise et Sama qui s'est attaqué à la statue du général de Gaulle. Et même Leclerc plutôt, à celle du soldat inconnu. Je demandais tout à l'heure à Félix quelles sont les rues qu'on devrait rebaptiser dans la ville de Douala par exemple. Quelles sont les statues qu'on devrait faire disparaître ou quels sont même les bâtiments qu'on devrait aussi rebaptiser. Au Cameroun, à Douala par exemple, il y a l'hôpital Akantini, il y a l'hôpital Jameau. Est-ce qu'ils ont eu un véritable impact sur la vie des Camerounais de cette époque-là pour que jusqu'à aujourd'hui des édifices, des bâtiments portent leur nom? Quand vous constatez ce qui s'est passé en Centrafrique, que la France a mis les Balaka contre les Seleka pour créer une guerre et prendre leur or, leur richesse, vous comprendrez très vite ce que nos historiens et le président est en train de nous permettre. Parce qu'en réalité, l'animosité qu'il y a entre Camerounais, où on dit les Camerounais ne s'aiment pas. Je prends un exemple, Marc-Vivien Foy est mort pour le Cameroun. Mais on n'a même pas un stade qui porte son nom. Donc on se retrouve avec une identité collective qui amoindrit, pendant que d'autres peuples, comme le Portugal, a par exemple des stades qui portent le nom de Cristiano Ronaldo. Là-bas, on est très content d'avoir en France, par exemple, un hommage à Marc-Vivien Foy qui est mort chez nous, là-bas. Donc le fait pour les colonialistes d'appliquer le pacte de l'impérialisme, il faut bien préciser. Parce que pour comprendre cette situation, c'est le pacte de l'impérialisme que nous sommes en train de combattre et qui passait par la culture. Rappelez-vous que la Chine a refusé complètement, bien que les Anglais soient sur leur sol, à être imbécilisés. Il y a, par exemple, en Inde, Mahatma Gandhi, qui a carrément dit non, il a pris la peine de dire il va se défaire de ce que l'Angleterre est en train de faire. Parce que l'Angleterre avait des reines, avait des bateaux et ils avaient de l'argent pour venir en Afrique, comme à Bonanjo. Par exemple, vous avez vu une rue Victoria. Vous avez vu un monument Gustave Nachtigal, juste à côté du palais présidentiel. Mais attends, même en Allemagne, vous pourrez plus voir une stèle même à la mémoire de Gustave Nachtigal parce qu'il est un négrier. Et pour le tourisme, il y a eu décolonisation et nous félicitons l'Allemagne qui en même temps permet à ce que Rudolf Douala Mangabel, que nous sommes en train de, oui, au point d'avoir 3 rues qui portent son nom à Ulm, à Berlin et à Allen. Parce qu'effectivement, l'Allemagne veut demander pardon pour ces crimes qu'ils ont causés au Cameroun en assassinant. Parce qu'ils avaient créé une justice à l'époque avec Van Poot qui a carrément décidé de dire, voilà, parce que Douala Mangabel refuse de quitter des terres où il y avait Bonanjo, Bali, il va dire, bon, ok, nous on va te condamner pour haute trahison, parce que tu es parti en Allemagne à prendre le droit et tu dis que le protectorat n'est pas la colonisation. Pour qui te prends-tu? En réalité, Madame Mayo, vous me demandez, qu'est-ce qui doit disparaître? C'est ce qui est offensant, c'est ce qui est humiliant pour nous qui doit disparaître. Parce que même pour ces personnes, je parle de l'Allemagne. En Allemagne, vous n'allez plus voir une rue en Allemagne qui porte le nom
de monsieur Gustave Nachtigal. Mais au Cameroun, on a des fleuves Nachtigal. Mais carrément des choses qui doivent disparaître. Barrage. Oui, barrage. C'est-à-dire, nous avons en fait ceux qui sont à la tête du Cameroun doivent avoir au niveau des mairies, ça se passe à plusieurs escales, au niveau de la présidence de la République ou le président lui-même, le futur président du Cameroun, je ne sais pas qui ça sera, si c'est peut-être Paul Biya, qu'il apprenne que nous l'attendons le 13 septembre sur la tombe de Oumyobé pour permettre à ce que maman Françoise Oumyobé, maman Hermine Oumyobé, on l'attend également pour la date de Fossi Jacob. On l'attend du côté, bien sûr, de tous ces endroits où nos héros ont été tués. Ernest Ouandjé, c'est le 15 janvier 2026. Donc, c'est personnellement, parce que si on ne voit pas de photos d'eux personnellement sur ces endroits, on ne peut pas avoir de réparation. La preuve, la France, au lieu de reconnaître, comme ils ont fait en Algérie avec les Harkis, où ils ont dit carrément, Emmanuel Macron a dit, je m'engage, je demande pardon. Mais pour Cameroun, il envoie une lettre. C'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Parce qu'au Cameroun, on considère que les Camerounais qui ne sont pas encore vigilants et qui peut-être marchent sur les rues et ne voient pas que c'est offensant d'avoir une rue qui porte le nom rue Drout, rue du Drio, rue de Berthaud. Et pourtant, tu regardes, tu cherches à savoir s'il a même fait une bonne fontaine, s'il a donné, parce qu'il y a des personnes formidables au Cameroun qui, dans leur quartier, offrent même l'eau, comme Madame Ndjichamji. Oui. Elle est, par exemple... Il y a beaucoup d'élites qui le font. Je parle même, par exemple, de Balafon, parce que ça fait partie de notre mémoire collective aujourd'hui. Balafon, télévision, fait partie de la mémoire collective du peuple camerounais. En ce sens où c'est notre vécu, c'est Cyril Bojiko, avec une très brave équipe. Donc, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les aspects de souvenirs de notre histoire soient revigorants. On ne peut pas te rappeler chaque fois que toi, tu ne sais pas qu'on avait tapé ton père, on avait coupé les têtes, et puis tu te sens motivé. C'est la raison pour laquelle je rends hommage à maman Louise Mekafossi, du côté de Bafoussam, qui, après plusieurs années où son père a été jeté dans les chutes de l'amitié, parce qu'il faut rappeler que c'est la fille de Jacob Fossi. Oui. Et vous l'avez certainement eu ici plusieurs fois sur le plateau, nous avons intérêt à exiger réparation. C'est pour ça que le terme de guerre que nous avons employé est très dangereux, parce que c'est une manière de dire, voilà, je viens vous draguer, Madame Mayo, mais comme vous me refusez, que j'accède à votre cœur, oh, je vais vous faire la guerre. Non, c'est de l'agression. C'est ce que la France a fait. Donc, si vous êtes libre d'accepter mes avances, vous n'avez pas à être influencé avec le mot guerre. Non. Monsieur Issama, vous êtes un être humain, vous m'avez dragué, mais moi, je trouve que vos habits de Tourou, là, c'est pas moi, c'est pas mon goût. Très joli. Je remercie. Et maintenant, je voudrais introduire le fait tribaliste que Oumyobé lui-même avait pris en compte. Parce que pour se débarrasser des colons, il fallait lutter contre le tribalisme et le père de l'indépendance pour voir ce qui s'est passé entre Françoise Ngo Oumyobé, la fille de Oumyobé, qui a un anniversaire, c'est ce 31 août. Nous souhaitons déjà joyeux anniversaire, Momi. Joyeux anniversaire, parce que cet enfant a été eu dans le maquis. Et pourquoi Oumyobé a eu les enfants dans le maquis? Parce qu'effectivement, la France voulait accorder à Oumyobé, lui seul, l'indépendance, en disant qu'on allait faire la capitale du Cameroun à Ezeka. Oumyobé a refusé. Après qu'Oumyobé refuse, il part à Bafoussam, rencontrer Fossi Jacob à Belkingé. Il rencontre également Ndetoumaza, puisque dans la partie du nord-ouest, c'était le One Cameroun, qui était l'équivalent de l'Union des populations du Cameroun, le mouvement syndicaliste. Et il y avait un Français qui s'appelait Gaston Donat, qui permettait à ce que tous... Donc, Oumyobé n'était pas raciste. Oumyobé était anticolonialiste, anti-impérialiste, et c'est ce qui permet de comprendre que quand vous voulez diviser, et en Afrique, au Cameroun, pour ne pas dire à l'ouest, il y a une grande quantité de nos pères. Je prends l'exemple de mon village, à Balevin, à Tchang. Mon papa, lui, à Balevin, on a un grand fleuve là qui s'appelle le Ndou. Mengé. Donc, on part faire nos rites traditionnels et on part pleurer tous ceux qui sont morts pour la patrie. C'est là-bas notre panthéon. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait au niveau des chutes de la Métché, par Exactement. Ou par exemple, quand vous voulez même avoir un enfant, ou vous voulez par exemple vous libérer. Donc j'invite même le peuple camerounais à avoir ces attitudes, d'aller dans les lieux sacrés des chefferies
pour obtenir les faveurs de nos ancêtres, parce que ces ancêtres ne sont pas morts. Je vais vous dire. Vous allez terminer par là. Oui. Le fait pour la France donc de créer le problème Bamileke Bassa, comme Monsieur François Hollande a osé dire, depuis quand lui en France là-bas il connaît Bamileke Bassa, moi quand je suis là, il sait que je suis tout. Donc c'est une manipulation. Quand ici au Cameroun, on ne connaît pas le village de Emmanuel Macron, ni le village de François Hollande, ni le village de Mitterrand. Mais eux, ils sont là, ils ont même l'esprit jusqu'à dire que nous n'avons que commis le crime dans le pays Bamileke Bassa. Qui est-il pour connaître qui est Bamileke, qui est Bassa? On vous a compris. Il y a une petite précision. Il y a une petite précision. Vous allez revenir pour la précision. Vous permettez. Je voulais chuter. Non. Vous ne chutez plus. Vous allez revenir pour chuter André Blaise et Sama. Il faut qu'on évolue. Je rappelle quand même que nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook Balafon TV. André Blaise et Sama disait tout à l'heure, Félix Bedbo, que c'est offensant que jusqu'aujourd'hui, qu'on ait des édifices qui portent les noms d'étrangers, qu'on ait des rues qui portent des noms de colons. Est-ce que c'est aussi offensant d'avoir des rues qui hier portaient le nom d'Amadou Ahidjo et qui aujourd'hui portent le nom de Paul Biya, président de la République, président sortant? Donc quand on connaît, je vais encore citer Achibebe qui disait que c'est offensant dans un pays normal. Sauf qu'on n'est pas dans un pays normal actuellement. C'est-à-dire que, et historiquement, il faut le comprendre, c'est-à-dire, André Blaise l'a dit clairement, nous, on a historiquement l'habitude et l'attitude de commémorer les morts, de rendre hommage aux morts. Sauf qu'il y a une rupture avec la colonisation et tout ce qu'on a cité. Aujourd'hui, on n'arrive plus. Les Camerounais, même à Bafoussam, ne savent pas où il y a la tombe de Ernest Ouandjé. Ici, à Douala, on ne sait pas où vivait Oumniobé. On ne sait pas où vivaient les autres qui sont à Tchaouano et tous ceux qui ont travaillé. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre ce qui est historiquement propre aux Africains et ce qui se vit aujourd'hui. Quand on prend le cas de l'avenue qui est devenue avenue Paul Biya, c'est juste... À Bouddha. C'est juste une tradition, une longue tradition. Lorsque la guerre de l'UPC éclate, après les indépendances, Ahidjo et après Paul Biya sont les premiers à dire qu'on n'a personne n'a le droit de citer le nom de Oumniobé et de tous les autres résistants. Personne n'a de citer le nom. C'est-à-dire, si vous citez le nom, on vous prend et on finit avec vous. Donc, même de citer le nom. C'est-à-dire, si vous ne pouvez même pas citer le nom, ça veut dire que vous ne pouvez pas écrire un livre sur lui, vous ne pouvez pas raconter une histoire sur lui, vous ne pouvez pas construire une stèle pour lui, vous ne pouvez rien faire qui rappelle sa mémoire. Et je cite un extrait d'un passage de Maurice Kamto dans son livre d'Urgence de la pensée. Il dit que nulle part le sang versé de nos martyrs n'a servi d'acte fondateur. Les vaincus sont toujours des vandales ou les rebelles et ne méritent point le souvenir de la nation. Nulle part il n'a cimenté notre foi et une cause commune. Et il a dit par la suite, toujours dans le même livre, que le sang versé de nos martyrs n'a pas pu servir d'humus au sol pour que ça puisse faire naître une pensée ou une mémoire collective. Et c'est ça, c'est-à-dire que Achille Bébé, dès qu'il a écrit sous Maki, c'est-à-dire il relatait l'histoire du Maki à travers Oumniobé, il a été chassé du Cameroun. Son livre a été interdit. Le livre même pas sur le Cameroun de Mongo Betty a été interdit par Ahidjo. C'est-à-dire que toutes les initiatives qui ont été faites pour commémorer nos morts, qui sont morts pour nous, pour notre propre pays, ont été battu à la brèche dès le départ. Et même les premières années de l'indépendance, il n'y avait aucun livre camerounais au programme. Le premier et seul livre était Eza Boto de Mongo Betty. Ça durait jusque dans les années, après les années 70, où quelques petits livres camerounais sont entrés au programme. C'est-à-dire, et dans ces livres-là, vous ne verrez jamais où on va citer Oumniobé, on va citer Ernest Ouandjé, où on va citer tout ce qu'ils ont eu à faire pour le Cameroun. Donc moi, je veux juste dire qu'en fait, c'est une longue tradition camerounaise qui nous est propre d'oublier nos propres morts et ne pas avoir l'habitude et l'attitude de les commémorer. Pierre Paul Moubitan, avoir une avenue aujourd'hui, Paul Biya, qui hier était une avenue Amadou Ahidjo, est-ce que ce n'est pas offensant pour la mémoire de l'ancien président de la République? Ou alors c'est légitime? Le président sortant, mérite amplement d'avoir une rue qui porte son nom. Notons également que le palais des Verts
porte également le nom du président de la République sortant, Paul Biya. Bon, alors, il faut dire quand même une chose qui est évidente. Lorsque nous voyons ce qui se passe, et y compris dans ce que vous venez d'évoquer, concernant les changements de nom ou d'appellation à la gloire des personnes qui forcément n'ont pas pu convaincre ceux qui se battent franchement pour l'indépendance totale de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Lorsque on le fait, souvent c'est folklorique à mon avis. C'est du folklore. Parce que la réalité, c'est que pendant que vous êtes encore vivant, les personnes qui ont marqué l'histoire, c'est généralement après leur départ. Après leur départ. Félix disait tout à l'heure qu'on rend hommage aux personnes disparues. Très bien. C'est quand ils sont partis que leurs œuvres peuvent maintenant être des témoignages de leur grandeur. Ceux qui s'amusent souvent à accepter, parce que parfois on a des flagorneurs autour de soi, qui pour plaire, qui pour assurer son beefsteak dans la conscience du ventre, partent faire signer à celui par exemple qui est encore chef d'État en fonction. On vous fait signer tel nom à votre gloire. Je pense que à la place de ces derniers, je n'accepterai pas ça. Parce que ça peut être considéré comme une usurpation. Les morts sont célébrés réellement. C'est pour cela qu'à un moment donné, je vous prends quelque chose qui m'avait fait avoir un bémol dans ma conscience lorsque l'Occident tout entier va rendre hommage à Nelson Mandela. Ça déteint sur sa valeur. Pourquoi? Parce que les bourreaux ont été les premiers à vouloir démontrer absolument que c'était un grand homme et tout ça là. Des chefs d'État des pays les plus développés, entre guillemets, étaient présents à ses obsèques et tout cela. Mais ça déteint. Mais à la limite même, c'est insultant. Donc j'en parle, je fais la relation pour que vous compreniez que réellement, un homme, ses œuvres vont faire en sorte que désormais on commence. C'est pour cela que moi, je suis allé sur la tombe, j'espère que c'est elle, de Oumniobe à Ezeka. Je l'ai fait il y a au moins 30 ans. Pourquoi vous espérez que ce soit elle? Bon, je l'espère. Parce qu'on a tout vu, hein. Pendant tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y a beaucoup de choses. Notre histoire n'est pas encore mystique. Qui sait? Alors, c'est pour cela qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'avais fait le voyage pour le Burkina Faso. Je suis allé m'incliner sur la tombe de Thomas Sankara. C'est quand Thomas Sankara s'en va qu'on voit réellement quel est le rôle qu'il a joué. Pendant qu'il était encore là, c'était pas très visible. Parce que c'était un peu dilué dans les divergences qu'il avait avec son, on appelle ça quoi, son compagnon Compaoré, qui va d'ailleurs démontrer par la suite qu'effectivement, eh ben, c'était pas un combattant pour la libération de l'Afrique. Donc, il est mieux d'attendre que la personne ait achevé sa mission pour que par la suite, si tout est établi, et que d'ailleurs, en Afrique, dans nos traditions, ce n'est pas d'ailleurs à tout le monde qu'on donne ce mérite. À un moment donné, c'est d'ailleurs ce que l'Église catholique a triché. Lorsque quelqu'un a été, on canonise quelqu'un, et après on peut demander, on peut faire des prières et il accomplit un miracle. Les Africains le font aussi dans leur tradition. C'est-à-dire qu'ils invoquent la personne. Ils parlent. Il y a des médiums qui rentrent en contact avec. Et il se met à parler la même voix que vous connaissiez de la personne et tout. Dans le Mungo, on appelle ça le miankum.
C'est-à-dire que la personne parle, vous l'entendez, c'est sa voix, c'est tout. C'est lui qui vient, il vous dit, voilà, j'avais laissé telle chose à tel endroit. J'avais voulu faire ceci, je n'ai pas achevé, vous devez le faire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les morts ne sont pas morts, c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire, c'est une tricherie que de vouloir souvent s'octroyer des choses qui, parfois, ne sont pas forcément des choses que nous-mêmes, on a réellement pensé et initié. Et ça entraîne qu'on brouille la mémoire collective de l'Afrique et du Cameroun en particulier, que ça brouille la mémoire personnelle de chacun des citoyens camerounais ou africains. Et quand ces mémoires sont brouillées, vous ne pouvez même pas accéder à votre identité spirituelle. La question donc c'est comment restaurer cette mémoire collective. Je vais prendre l'avis des uns et des autres. Après, on va parler des attentes envers les candidats à l'élection présidentielle. Diko Mbonjo, je commence par vous. Comment restaurer la mémoire collective? C'est, à mon avis, une démarche simple, en 3 étapes. L'histoire qu'on nous a racontée nous a enlevé l'essence de la collectivité. Ça veut dire que vous êtes, je suis. Et aucun d'entre nous ne se sent lié à l'autre par le sort des autres. Or, dans toute notre tradition, il y a cette sagesse-là qui dit que quand l'éléphant mange chez ton voisin, aide ton voisin. Parce que quand il aura fini, il va venir chez toi. Ça l'aide rien, mais c'est ça la collectivité. On nous a enlevé ça. Donc il faut aujourd'hui réécrire l'histoire. Ramener les hommes à leurs racines. Et nous n'avons pas de souci de cela. La deuxième étape est que on nous a créé une république, un État, une nation qui veut se bâtir sans tenir compte des intérêts antagoniques qu'il y a dans la société. Vous êtes à Balafon. Il y a des patrons, il y a des ouvriers. Vous avez un intérêt collectif qui est que la maison s'y dure. L'entreprise évolue. Mais entre vous, il y a des intérêts objectifs contradictoires. Ça veut dire que si le patron dit que la maison a réalisé 100 de profit et n'investit pas l'essentiel pour que la maison grandisse, vous devez dire attention, ce qui nous unit, c'est que la maison c'est dur. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Très bien. Il faut donc arriver à l'identification de ces intérêts antagonistes pour que on puisse travailler par le dialogue à les acheminer vers un objectif commun. Il y a un troisième niveau dans ma démarche, c'est la vérité historique. On arrive à des stupidités comme la rue, on enlève Bia, Aïe pour mettre Bia. On crée les conditions pour qu'on ne voit pas la continuité dans l'histoire. Aïdjo, il faut le dire, il a été président de la République, mais il a fait comme si le Cameroun commençait à 1960. Donc, rupture avec tout ce qui s'est fait avant. Bia, son Cameroun commence en 82, il n'y a même pas Aïdjo qui lui a donné le pouvoir. Ils ont en commun qu'ils obéissent à un système où on devient président sans élection.
On peut arriver encore à cette situation-là. Donc on a enlevé la fenêtre pour mettre la porte. Entrez Blaise et Sama, comment... Plutôt l'inverse. Comment... On a enlevé la porte pour mettre la fenêtre. Comment restaurer la mémoire collective? C'est tout casser pour reconstruire et rebaptiser comme vous le souhaitez, oui. En réalité, je ne casse pas. Je fais ce qu'on appelle la salubrité mémorielle. Le studio de Balafon est si propre qu'une si belle reine comme vous, vous officiez pour permettre à ce que des doyens soient en train de s'exprimer. C'est très beau. Et je pense que si vous n'aviez pas de la tenue, pour ne pas dire de la délicatesse, même quand vous arrachez la parole à Essama, beaucoup seraient en train de critiquer sur Internet. En fait, ce que je veux dire, nos espaces doivent être propres. Et cette propreté passe par la vérité, comme l'a si bien dit le docteur. La vérité historique est urgente, surtout qu'en face même des bourreaux encore comme la France, avec Emmanuel Macron, c'est la vérité que nous voulons. Nous n'avons pas besoin des livres comme une guerre cachée. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu une agression d'un pays qui voulait être impérialiste, un empire qui ne veut pas mourir. C'est pour ça qu'il continue d'avoir au port de Douala, vous voyez ce que le Tchad, il y a une vidéo qui circule actuellement là où on voit des Camerounais qui sont en train de quitter du Tchad pour l'extrême nord du Cameroun. Et dès qu'on arrive à la frontière du Cameroun, c'est du jamais vu. Un peu pour dire quoi? Nous avons besoin de la vérité qui doit établir la conscience de notre peuple, qui est une conscience de culture. Et c'est là où je voulais en venir, parce que l'Ouest Cameroun favorise énormément l'attachement à la tradition. Vous voyez par exemple cette queue de cheval que je tiens, elle symbolise ce que les colons avaient comme puissance. Parce que quand le colon arrivait avec le cheval, parce qu'il maniait bien, et il arrivait, et parfois il montait sur les êtres humains avec le cheval. Tout le monde fuyait. Donc pour prouver que tu es effectivement un résistant, il fallait tuer le cheval. Mais comme tu ne peux pas porter tout le cheval pour amener à la chefferie, je coupe la queue. Donc c'est pour ça que ça m'a coupe aussi la tête des monuments, parce que ça pèse trop. Quand je pars à Bonacon, moi, ou bien un peu partout dans les quartiers, je demande à mes frères moto-taximens, oui, Essama, on peut couper la tête, on peut jeter le monument là dans le Vouri. Je rappelle alors qu'il y a une petite précision. Vouri, le vrai nom, c'était Munja Ewoudi. C'était un nom que les Allemands ont donc déformé et c'est devenu Vouri. Munja Ewoudi, c'était la rivière de la femme Ewoudi. Wow. Quand les Camerounais donc constatent avec... oui, c'est important parce qu'il faut rappeler pourquoi nous sommes en train de rappeler pourquoi nous voulons la salubrité mémorielle. Nous voulons enlever comme Issakam. Moi, je suis Issakam. Issakam de la mémoire. Parce qu'il y a eu un génocide mémoriel au Cameroun. Donc, au lieu de porter tout le monument, traîner ça derrière ma moto... Vous pensez qu'on doit seulement couper les têtes? Je ne vais pas dire qu'il faut couper les têtes. Il faut décoloniser la mentalité et décoloniser l'espace public pour le rendre suffisamment nationaliste et restitué. Et voyez-vous, le Cameroun est en avance depuis. Malheureusement, nous n'avons pas avancé parce que nous avons encore des mauvais dirigeants. La preuve, l'Afrique du Sud a décolonisé. Ils ont enlevé les noms université Cécile Rhodes Bosphore. Du côté du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ils ont décolonisé. C'était dernièrement. Mais nous, en 91, on avait déjà Mbouamassok. J'étais encore au lycée technique de Douala Koumassi. Et c'est malheureux que nous soyons, depuis 91, en train d'enfermer et autant. Donc, il faut même qu'on repasse docteur, il faut que tous ces juges et magistrats qui m'ont condamné repassent ce qu'ils ont fait sur moi en me condamnant injustement. C'est noté, entre Blaise et Sama, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, 10 secondes. Nous avons à faire en sorte que les autres peuples soient très accueillants. C'est-à-dire, en fait, ils accueillent le Cameroun. Vous voyez, par exemple, la Guinée-Conakry a un lycée Félix Roland-Moumié. C'est dommage que ce soit en France où les Français ont tué. À Montpellier, qui est une rue Félix Roland-Moumié. C'est dommage que ce soit en Tanzanie, qui est une rue qui porte le nom Félix Roland-Moumié. Au Cameroun, on a le lycée Jos, le lycée Leclerc et ainsi de suite.
Et c'est ce qui est un paradoxe, le pays de ceux qui n'aiment pas les patriotes, des morts pour la patrie. Félix Medbo, pour restaurer la mémoire collective, on doit poursuivre le combat initié ailleurs, celui de la récupération de tous les objets d'art volés, entre guillemets, par les colons. Déjà, il faut comprendre ce que c'est déjà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il n'y a que les autorités et souhaitons qu'elles soient compétentes pour pouvoir faire ce travail, c'est-à-dire il faudra comprendre l'importance de l'œuvre d'art, comprendre l'importance de ce que ça représentait pour nous, comprendre pourquoi est-ce que ça a été volé, comprendre pourquoi c'est conservé là-bas, c'est-à-dire ils ont volé, ils savent ce qu'ils ont pris, ils conservent là-bas. Il faut comprendre tout cela afin d'aménager en fait un espace qui va permettre qu'on puisse faire ce genre de travail. Mais vu comment est-ce qu'on est là actuellement, je ne pense pas que c'est avec l'état actuel des choses que ça va pouvoir changer. On a cité tout à l'heure les noms, on parle beaucoup des noms des rues ou des lieux. Tu as parlé tout à l'heure des noms des écoles. J'avais fait une petite étude à l'époque, il y a plus de 15 ans. Je me suis amusé à aller dans les écoles, j'étais à Yaoundé, qui portaient les noms. Il y avait France Fanon, il y a le collège France Fanon, il y a le collège Mango Betty, il y avait le collège Jean-Jacques Rousseau, il y avait beaucoup. Je suis allé, j'ai rencontré des élèves, et beaucoup plus d'élèves étaient animaux. Ah, Charlatan. Qui donnent l'impression de faire un peu philosophie, de connaître l'histoire et tout. J'ai posé des questions, personne ne connaissait qui. France Fanon, je pose la question à quelqu'un qui fait terminale, qu'est-ce que tu connais France Fanon? Je dis que non, je ne connais pas, j'aimerais bien le rencontrer et tout. Et France Fanon est mort depuis. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire même à l'école, le nom de l'école, les élèves qui fréquentent, au lycée Jos, qu'est-ce qu'ils savent de Jos? Le plateau de Jos est là-bas et ils étudient ça dans les cours d'histoire. Le plateau de Jos, ils ne savent pas, ils n'ont jamais vu le plateau de Jos. Or, ils passent là-bas tous les jours. Ils ne savent pas ce qui s'est passé au plateau de Jos. Et ça revient encore à ce que j'ai dit et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on ne comprend pas en fait quel est le combat. Douala Mangabel meurt pour une chose, et André Blaise l'a rappelé, c'est que, l'historien aussi, le patriarche, qu'il a appris le droit en allemand et il est venu faire comprendre que les traités que vous avez signés avec mes pères, mon père, mes ancêtres, ça ne tient pas. Parce qu'on ne peut pas accepter que les terres appartiennent à autres personnes qu'aux enfants de ceux qui étaient là les premiers. Et c'est pour ça qu'on a exproprié en fait Douala Mangabel du quartier Belle, ça s'appelait Belle, qui aujourd'hui porte le nom de Bourandjo. Déjà, il faut interroger encore le nom de tous nos quartiers qui ne sont pas de véritables noms. Dido, c'était pas Dido, le roi s'appelait Dido. Dido, le bateau. Donc, qui n'était même pas un nom, voilà. Donc, on l'a chassé, on les exproprie de leur territoire. Ils sont loin à ce qu'on appelle le nouveau Bel. Le nouveau Bel qui est devenu le nouvel. Donc, il se bat pourquoi? Il se bat parce qu'il veut récupérer les terres. Et ce village Bel-là qui est aujourd'hui Bonanjo, c'était le quartier français. Et c'est là où il y a tous les noms qui portent les noms français. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? En donnant les noms des Camerounais, parce qu'il faut le dire, ça existe. Vous n'allez les voir qu'à Bali. L'avenue de la Mangabel, Ngosodine, Oumiobe, tout ça c'est à Bali. Bonanjo, ils n'osent pas toucher. On se pose bien la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre d'abord ce que c'est avant d'envisager quelque chose. Pierre-Paul Moubitan, aujourd'hui donc on prépare l'élection présidentielle. Il y a cette urgence de restaurer la mémoire collective de notre pays. Qu'est-ce qui peut être attendu des candidats à cette élection présidentielle et même du prochain président de la République? Bien, alors c'est vrai qu'on devrait, puisqu'on est dans la période des élections, attendre des candidats aux élections, de celui qui sera le vainqueur, mais on doit attendre tout cela de nous tous, parce que nous devons tous contribuer à cette œuvre grandiose de réappropriation de notre identité. Parce que vous savez, pour comprendre mieux ce que je voudrais dire, il faut savoir qu'il y a une identité sur le plan matériel. Il y a une identité sur le plan psychique, donc sur le plan de l'âme. Mais il y a aussi une identité sur le plan purement spirituel, donc de l'absolu. Pour arriver à faire quelque chose,
il faut repartir d'abord, parce que de même qu'ils coupent les têtes des statues, il y a d'autres statues qui sont là, presque invisibles. Lesquelles? On ne coupe pas ces têtes. La domination religieuse de l'Afrique et du Cameroun. C'est une tête, c'est des statues. Mais des statues invisibles. Très bien. C'est visible par ceux qui ont les yeux pour voir. Maintenant, il y a aussi, et j'emprunte à la démarche de notre frère tout à l'heure, quand il essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire pour, si vous voulez, arriver jusqu'à la conscience. Moi, j'appellerais ça la conscience universelle. Parce que l'Afrique, les micro-États qui se sont créés et que les gars ont continué à fabriquer à l'intérieur des micro-États. Ça veut dire que vous prenez le Cameroun, les gars ne se sont pas arrêtés là, à diviser l'Afrique pendant la conférence de Berlin et tout ça, mais ils viennent encore au Cameroun, ils divisent encore à l'intérieur. Et aujourd'hui, on parle de continent. Très bien. Alors, maintenant, il y a une démarche qu'il faut faire d'abord pour l'instant, je souhaite que cette démarche soit même enseignée dans les écoles primaires, dès l'école primaire, que nos enfants sachent que, en réalité, nous avons un pays. Ce pays, c'est l'Afrique. Les divisions qui ont été faites et nos pères, tous ceux qui ont été les fondateurs de l'UPC, qui ont travaillé, vous avez vu, ça vient de ressortir encore là-dedans, dans ce que nous venons de lire là. Sans considération de couleur. Ça veut dire que Omniobe était un être universel. C'est ça qui ressort là. Hein? Ça veut dire qu'il n'était donc ni tribaliste, ni raciste, et qu'il aspirait à la libération de l'identité spirituelle et profonde de l'homme. C'est ça qui le préoccupait. Et donc, nous devons marcher sur ces pas-là. Et pour qu'on marche sur ces pas, il faut que le régime et le système actuel disparaissent. On doit couper la tête. C'est noté. Parce que c'est une statue. Et vous savez, la statue a la particularité d'être trompeuse. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, elle est la nuit, il sort. Il sort la nuit. Il entre dans la chambre des gens. Attention, attention. Donc c'est pour ça que je dis, c'est ça qu'il faut couper aujourd'hui. Et je souhaite que les gens ne soient pas en train de faire la fixation sur quelqu'un ou sur un groupe de personnes qui travaillent pour l'intérêt des colons encore jusqu'à maintenant. Nous devons renverser tout cela en rentrant en nous-mêmes et en posant des actes. Parce que si vous ne posez pas des actes, si vous ne faites que parler, magiquement, ça n'a pas de résultat. On va sortir pour ça par que ces mots. le travail de notre frère et Moubitan. Merci à tous, merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Un échange très enrichissant. C'est vrai que je voulais merci juste mettre le mot à pour les vous, bibliothèques, chers téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon.